Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Morito Football Club, le Moritoreux, le seul cocktail de culture foot européen en l'occurrence, puisque nous commentons depuis le début de la compétition les matchs de l'Euro 2016 qui se déroulent en ce moment en France. Voilà, l'équipe de France hier qui a fait match nul 0-0 et puis plein d'autres matchs qui ont eu lieu vendredi, samedi et dimanche. On va en parler aujourd'hui, émission riche avec des chroniqueurs de choc comme toujours au Morito FC. Cédric est présent. Salut Cédric. Salut Paolo. Et nous avons également Fred présent. Salut. Et nous attendons Gilles qui n'est pas encore arrivé. Espérons qu'il arrive. Voilà. En tout cas, on commence bien sûr cette émission sans plus tarder. Alors, l'équipe de France. On va pas chercher plus loin. L'équipe de France, le match d'hier, 0-0. Vous avez tous et toutes vu ça, ou alors vous en avez entendu parler fortement. On l'a regardé et puis on a eu des avis contrastés. Un match peut-être décevant sur le plan du jeu, mais défensivement l'équipe de France qui n'est pas très inquiétée depuis le début de cette compétition finalement. Il y a une stat que j'ai vue par rapport à ça. Oui, alors ça fait 210 minutes que Lloris n'a pas subi un tir cadré. Voilà, donc c'est quand même une statistique intéressante quand même pour cette équipe de France. Après, il y a aussi ça dénote la faiblesse négatif des attaques adverses. Voilà, alors est-ce que mais c'est toujours les autres qui sont à chier quand on a des bonnes stats. Non, donc, j'ai voilà. pas dit que c'était ça. Bah non. le débat qui commence fort. Ça pouvait aussi dénoter d'un manque de créativité ou d'attaque dans des équipes adverses. Ça peut. Alors on va essayer d'y voir plus clair ensemble, voir si, comme dit Cédric, c'est parce qu'en face que c'est pas bon que on a une bonne défense. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça pouvait. Que ça peut être un mix des deux. Ça peut être plusieurs facteurs. Alors plusieurs facteurs, effectivement. Non, mais c'était pour résumer le débat. Bien sûr, c'était pour introduire le débat, le présenter. Je te laisse introduire ce que tu veux. Introduisons ensemble. Soyons introductifs de concert. Voilà. Alors ça commence bien. Qu'est-ce que vous avez pensé peut-être tout simplement de ce match? Bonne prestation de l'équipe de France, mauvaise prestation, moyenne. Je sais pas, Cédric ou Fred. Je laisse Fred commencer. Il y a eu une demi-heure bien quand même. Première mi-temps. Première mi-temps, voilà. C'est-à-dire la demi-heure quand t'as les deux transversales, quand t'as. Après voilà, c'était à la Suisse d'aller chercher les 3 points sur ce match, puisque la France un nul arrangeait la France. Ils ont fait jouer la réserve, ils ont fait tourner. En fait, si tu veux ma vision de l'Euro d'une manière générale, c'est vrai que ça peut être intéressant pour avoir mon analyse du match. C'est que pour moi le tournoi commence la semaine prochaine. Ah, c'est clair qu'on a des espèces de matchs amicaux améliorés. Pour moi, c'est des matchs de préparation. Tu regardes tous les gros, t'en as aucun qui ont vraiment dévoilé leur jeu, à part peut-être un petit peu l'Espagne. Et aucun gros vraiment en danger pour l'instant. À part le Portugal. Mais qui devrait s'en sortir quand même. Qui s'est mis en danger. Enfin, qui s'est mis en danger et qui a pas gagné contre la Hongrie. Mais qui a son destin en main quand même. Oui, qui a son destin au bout du pied, mais c'est peut-être les seuls qui vont un peu laisser des plumes sur ce premier tour. Sinon, tout le monde sera là et ça va commencer dès les 8e. Le premier tour, ça a servi, ça m'a rappelé un peu les premiers tours des Coupes du Monde de rugby, tu sais, quand t'as les petites nations, t'as le Portugal, même pas les Samoa parce que c'est une grosse nation. Dans les premières années. Mais quand t'as le Portugal qui joue contre la All Black, tu vois, ce qui marque en fait, c'est le cœur des petites équipes. Alors pour parler foot, en 90 et en 94 à la Coupe du Monde, on a eu ce format 24, et en 86 également. Toi qui as des souvenirs à en revendre, c'était aussi comme ça en 86, 90, 94. Voilà un premier tour un peu. Moi ce que j'ai. Un peu ce style. C'est difficilement comparable parce que il y avait quand même une grosse différence entre les petits et les gros à l'époque. Là, il y en a plus tellement. Et quand même entre l'Albanie et la France. Encore l'Albanie et je parle de l'Albanie, mais je peux parler de l'Irlande du Nord, je peux parler de la Roumanie, je peux parler de la Hongrie, etc. C'est. Là, tu me parles d'équipes complètement différentes là-dedans. Entre les petites nations, ce qu'on appelle petites nations. Après, je mets pas au même niveau la Hongrie, par exemple, de ce qu'on a vu sur l'Euro que la Roumanie, tu vois. Mais a priori, on pensait que la Roumanie serait plus forte que la Hongrie. Finalement, la compétition a révélé une Hongrie meilleure, clairement. Pour répondre à ta question, moi, les souvenirs que j'en ai, c'est que des fois, t'avais des équipes qui faisaient des premiers tours absolument épouvantables et qui arrivaient en finale. En faisant en meilleur 3e. Je me rappelle notamment de l'Italie en 94, qui avait été menée... qui a perdu contre l'Irlande, je crois. Qui avait perdu contre l'Irlande, qui avait fait des matchs épouvantables contre la Norvège, contre le Mexique, et qui porté par Baggio avait été jusqu'en finale. Alors ça c'est pour cadrer, voilà, comme quoi ce premier tour à 24, c'est des matchs amicaux améliorés, un
peut-être assez d'accord autour de la table. En 90, par rapport à c'était ça. encore pire avec l'Argentine de Maradona, qui a été portée par un Maradona qui était sur une jambe, l'Argentine qui était absolument lamentable, qui avait perdu le premier match d'ouverture contre le Cameroun, et qui passait chaque tour à chaque fois miraculeusement, qui est arrivé en finale. Et donc si tu veux, t'as du fait que de cet afflux de petites nations, c'est un peu des matchs de préparation pour les gros, sachant qu'après tu vas passer sur une formule pool qui est super aléatoire. C'est une coupe, c'est comme la Coupe de France, des fois t'as des surprises. Formule à élimination directe, tu veux. Voilà, c'est formule à élimination directe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je peux absolument pas te dire qui va gagner l'Euro. Alors ça ça marche aussi à 16 ou à 32 pour les Coupes du Monde. Hein. Parfois c'est difficile de se prononcer après le premier tour. À 16, t'as quand même plus de choses parce que les équipes sont livrées, les gros notamment sont obligés de se livrer plus. Sinon tu fais une erreur au premier tour, tu passes à la trappe. Ok, alors on va laisser parler Cédric quand même. Fred. Ouais, bien sûr. Fred qui nous a fait un cadrage général de la situation qui est intéressant pour comprendre aussi la prestation de l'équipe de France et la prestation d'autres équipes analogues à l'équipe de France. Cédric, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre ? Alors déjà, moi je pensais pas forcément être d'accord avec Fred avant qu'il réponde à la question, mais je suis assez d'accord avec lui au final. C'est le fait que pour moi le tournoi va vraiment commencer la semaine prochaine, clairement. Parce que bien entendu, ça ressemble à des matchs amicaux améliorés, des petits trucs. Voilà. Il y a du cœur chez certaines équipes et puis il y a du talent chez d'autres, mais du talent par parcimonie. On voit des petits trucs à droite à gauche, mais il n'y a rien de consistant. Maintenant par rapport au match d'hier, pourquoi on a vu un petit peu, je dirais 35 minutes, une demi-heure comme il a dit, une bonne équipe de France avec de l'allant un petit peu qui tente quelque chose. J'ai trouvé des choses intéressantes, notamment avec les nos deux milieux axiaux qui étaient Pogba et Sissoko, qui se sont projetés vers l'avant, qui faisaient le pressing très haut. Pogba plutôt à gauche et Sissoko à droite. Surtout à droite. Donc Pogba repositionné sur son poste, on va dire, préférentiel à la Juventus. C'est comme ça qu'il est très bon à la Juve. Hein. Et donc qui est le poste de Matuidi d'habitude, hein, là on va dire dans l'équipe type de Deschamps. Là je pense qu'il ne faut surtout pas toucher à ce positionnement de Pogba par exemple. Là on pourra en reparler après, voilà. Justement. Mais je suis assez d'accord avec le début d'analyse en tout cas. Mais donc déjà on a vu des choses intéressantes, c'est des milieux qui vont chercher beaucoup plus haut. Après on est aussi tombé sur une équipe de Suisse qui, contrairement à la Roumanie et à l'Albanie, n'a pas joué à 10 derrière, avec quand même un certain talent offensif pour contrer, avec des gars comme Shaqiri, même si j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous, avec des gars comme Mbolo qui a quand même pesé plus qu'un Andon ou les mecs que tu cites, j'ai pas aimé justement Mbolo, Shaqiri. Moi non plus. Mais c'est des mecs qui ont des cartouches, qui ont fait en sorte d'avoir des ballons devant aussi. Et du coup la Suisse a quand même joué un peu plus en se disant ok, avec eux on peut éventuellement aller chercher, même si ça a été très timide. Il faut aussi citer l'excellent Blerim Dzemaili qui pour moi est le Suisse pour l'instant le meilleur depuis le début de ce tournoi en fait. J'ai trouvé juste extrêmement râleur, mais effectivement il est pas mal. Par contre, mis à part son caractère un peu trop pleureuse pour moi, si tu veux. Mais voilà. Okay. Non, mais oui, un peu trop râleur. Mais sinon c'est vrai que bon, tu sentais aussi, et comme ils l'ont souligné, vu qu'ils ont une base défensive qui est pas trop mal et notamment un gardien qui est plutôt rassurant, qui est Sommer, que je découvre un peu plus. Sommer, par contre la défense centrale suisse, c'est autre chose. Hein. Mais je voyais plus Bourki, tu vois, qu'elle ait commencé, tu vois, bêtement dans ma tête, je connaissais pas trop Sommer, mais j'apprends à le connaître et c'est vrai qu'il est assez intéressant. Qui joue pourtant en Bundesliga titulaire. Et du coup, oui, non, mais en équipe nationale, moi j'ai plus vu Benaglio. C'est l'ancienne génération, ouais. Oui, voilà, mais j'ai rarement vu ce gardien, donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que t'as vu que la Suisse du coup avait un peu plus d'espace un peu entre les lignes, et c'est ce qui a permis à l'équipe de France de développer aussi un peu plus de jeu. Et quand ils ont resserré un peu plus la Suisse, parce qu'ils sont quand même passés 2-3 fois d'ouverture du score en première mi-temps, quand ils ont un petit peu plus resserré et que la France aussi a un petit peu plus posé le pied, on va dire, un peu plus géré, hein, pour pas dire jouer à la Racing, un petit peu vouloir gérer le match. Du coup, ouais, voilà, ça c'est. Il y a eu quelques contres, il y a eu des petites choses, mais pas assez pour donner pour faire vraiment une différence dans ce match. Après, il y a plusieurs facteurs. Une fois de plus, un état de pelouse déplorable, et ça, c'est lamentable. C'est absolument inacceptable. Alors, comment on peut mettre autant de millions d'euros dans un événement et passer pour des guignols? Alors au-delà effectivement de l'indignation légitime par rapport à l'état de cette pelouse qui je crois est généralisée de l'équipe de France, des membres de l'équipe de France, de Didier Deschamps aux supporters et aux spectateurs, est-ce que c'est un facteur qui a influé justement sur la façon de jouer de l'équipe de France, sur la qualité du travail des deux équipes, du match, les deux équipes? Ouais.
Les deux équipes. Ah bien sûr, il y a eu, t'as vu les nombres de glissades, de mauvais appuis. Moi je suis sûr que si Sissoko il glisse pas sur une action là, il y a peut-être but. Hein. Faut souligner un truc, c'est pas du tout le LOSC qui a entretenu la pelouse. Hein. C'est une pelouse, je crois, qui est venue de Slovaquie. Ouais, je sais pas d'où. Ça, elle a été importée, c'est ce qu'ils ont dit. Ça a été importé genre 3 semaines avant la compétition. C'est l'UEFA qui a imposé de refaire entièrement la pelouse. Il y a eu un choc thermique. Ce qui est impossible parce qu'elle était pas assez bonne à son goût. Donc elle est encore pire que ce qu'elle est. Du coup, elle est encore pire parce que c'est impossible. C'est impossible de refaire une pelouse en 3 semaines, d'une part. D'autre part, c'est vrai. Bon, ça, c'est pas de leur faute. Par contre, on a des conditions climatiques assez originales pour la saison, en effet. Voilà. Par contre, le LOSC, par exemple, il n'y est pour rien. Hein. Alors voilà, on remet en place les responsabilités. Donc c'est la faute de l'UEFA. Hein. Mais c'est clair que c'est clairement n'importe quoi. Et sinon, pour revenir à ce que disait Cédric sur le niveau de la Suisse, moi je suis beaucoup plus sévère parce que ce match, il y avait quand même un petit enjeu, c'était de finir premier du groupe et entre guillemets de s'ouvrir une autoroute jusqu'en demi-finale. Parce que tu regardes les deux tableaux. Sauf catastrophe, t'as l'Irlande du Nord en 8e et en quart t'as le vainqueur des deuxième de 2 groupes, genre la Pologne contre le Pays de Galles, quelque chose comme ça. La France ce sera contre le 3e du groupe. Que je dise pas de bêtises. Qui peut être l'Allemagne, entre parenthèses. Ça peut être éventuellement l'Allemagne en cas de bad trip contre l'Irlande du Nord, mais sans doute l'Irlande du Nord. Je suis pas sûr que l'Allemagne ait envie de finir 3e. Peut-être l'Irlande du Nord, peut-être la Croatie ou la République tchèque. Ça serait difficile la Croatie quand même parce que la Croatie peut éventuellement terminer 3e. La République tchèque peut réussir à terminer 2e et dans le groupe E, eh bien ce serait le groupe de l'Italie avec éventuellement la Suède en position de 3e. Voilà les adversaires possibles de l'équipe de France. Ouais, donc c'est à peu près normalement. Sauf grosse contre-perte de l'Allemagne contre l'Irlande du Nord. Normalement, c'est une autoroute pour la France jusqu'en 2000. Par contre, pour le deuxième, je crois qu'il se prend l'Espagne en quart. Alors, et j'ai pas envie de me prendre l'Espagne. Ouais, ce serait l'Espagne en quart si l'Espagne la logique pas. Et entre-temps, en 8e, le deuxième du groupe A, donc la Suisse, affronterait le deuxième du groupe C, donc très certainement ou l'Allemagne ou la Pologne, puisque la Pologne peut également terminer. J'aimerais pas me les prendre aussi les deux. Ouais, la Pologne, c'est plus costaud que ce qui est promis pour l'équipe de France. Ça, c'est clair, à mon avis. Hein. Au-delà de l'aspect pelouse, etc., et de l'aspect global du match, il y a eu certaines choses moi qui m'ont un petit peu intéressé du côté de l'équipe de France tout de même. Alors parlons du positif, on commence par ça. On a plein du positif. Non, mais il y a des choses qui m'ont interpellé. Ouais. Alors déjà, Pogba, repositionnement à gauche, repositionnement payant pour ce match. Maintenant, à voir sur la suite. J'ai bien aimé le match de Cabaye. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé Sissoko aussi. J'ai trouvé sa qualité dans le gelon assez intéressante. Sissoko m'a agréablement surpris, ça m'a rappelé quel joueur de foot il était, parce que c'est vrai qu'à force de le voir faire des bouts de match à droite à gauche, et je suis désolé, j'ai pas vu tous les matchs de Newcastle. Ah moi non plus, hein, j'avoue que. Du coup, voilà, on oublie un petit peu. Vous savez, c'est un peu l'éternel remplaçant qui vient faire 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, un match amical que. Il a plutôt assuré. Après. Et il a fait vraiment un match correct. Il aurait pu bénéficier aussi d'une super passe décisive si Payet avait pas eu la malchance de toucher la barre. Voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis une fois de plus déçu des latéraux, mais voilà, j'attends plus rien. Mais là, je crois que les latéraux se limitent quasiment exclusivement aux tâches défensives. Ouais, mais on avait tellement d'espace là maintenant. Il faut s'habituer au fait que les mecs ne voient pas soutenir les attaques. Alors que tu puisses pas te dédoubler quand t'as un double rideau défensif de l'Albanie ou de la Roumanie, je peux éventuellement le comprendre. Mais quand t'as de l'espace et que tu le prends pas à un moment. C'est peut-être les consignes de Deschamps. Hein. J'y crois pas une seconde. Ah, moi je pense que Deschamps au contraire. Qui demande de pas centrer un latéral. Je pense qu'il demande aux latéraux d'être extrêmement prudents, de rester plutôt dans la sécurisation de leur couloir, au détriment d'un jeu offensif, puisque notamment. Non, mais ils sont hauts, mais ils centrent pas. Non mais oui après mais ils sont hauts mais ils centrent pas aussi parce que derrière il y a une autre tâche qui est la tâche défensive qui fait qu'ils sont plus dans la retenue. Hein. Je pense que. Je vois pas pourquoi sinon il centrerait pas. Moi je pense que Sagna n'a pas les qualités d'un latéral offensif. C'est-à-dire qu'il n'a pas la confiance pour ça. C'est pour ça qu'il joue d'ailleurs aussi. Enchaînement, etc. Non mais je te dis, je pense. Hein. Et puis Evra, il fait ce qu'il peut. Ok. Moi ça c'est ma théorie à moi. Hein. Peut-être une théorie bullshit, mais. Je suis assez d'accord parce que bon les deux ils sont pas là. Après c'est Digne et Jallet. Est-ce que c'est pire? J'ai pas dit qu'on avait mieux sur le banc. Pire. Mais c'est un peu un choix par défaut. Jallet s'est centré,
contrairement à Sagna. Après, Sagna sur le plan défensif est plus costaud. Voilà. Ils ont plus d'expérience en équipe de France. Voilà, mais bon, mais c'est juste ça. Qui serait jalé à droite et à gauche. C'est pour ça que je dis, j'attends plus rien des latéraux. C'est juste dommage qu'il n'ait pas plus tenté dans ce genre de match où il y a un peu plus d'espace. Mais même un Coman par exemple, il a plutôt défendu dans son rôle, il a été très attentif à ce qui se passait derrière lui. Ah bah en même temps t'as Evra, t'es obligé d'aider hein. Ouais. Non mais à un moment il faut dire les choses. Ouais mais bon il faut pas non plus tout le temps dénigrer Evra pour dénigrer Evra. Evra là il a fait un match moyen. Mais Evra il a joué à gauche. Il a pas joué du côté de Coman. Coman a été à gauche pendant un moment. Après ils ont permuté. Ouais, enfin. Mais il a défendu devant lui. Il me semble que Coman était plutôt côté gauche. Hein. Oui, non, il a joué un bout de temps à gauche. Après il a permuté, mais ils l'ont fait 2 fois dans le match. Ok. Après ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les déplacements de Gignac. Il y a eu des choses intéressantes. Du coup, il y a eu un peu de mouvement. Un petit peu déçu de Griezmann. Alors je sais pas comment Fred l'explique. Est-ce que c'est la saison qu'il paye, la fatigue, ou c'est parce que l'équipe de France n'arrive pas encore à trouver le bon tempo pour jouer? Un petit peu des deux. Hein. Après, c'est vrai que Griezmann, après, il faut pas s'attendre à ce qu'il marche sur l'eau à chaque match non plus. C'est ça. C'est ça. On a les grandes compétitions, c'est 5-6 matchs. On croit toujours que voilà, Cristiano Ronaldo, Messi, Griezmann, machin. Non, c'est après la force de Griezmann, c'est ce qui a été dit pendant le direct, notamment, c'est que Griezmann, au moment donné dans le match, il va se créer une grosse occasion. Et ça c'est la grosse plus-value. Il y a des matchs tu le vois pas et puis d'un coup tu vas le voir, puis il va te marquer un but formidable. Et dans cette équipe de France qui se dessine assez prudente, assez compacte derrière, bah justement, je pense que c'est aussi prévu dans le jeu de Deschamps d'avoir des joueurs géniaux pour marquer sur des éclairs de génie plus qu'un jeu de fond. Regarde la deuxième mi-temps pourrie qu'on a eue. Malgré ça, il y a 2 actions extraordinaires. Il y a une l'occasion de Griezmann et l'autre l'occasion de Payet quoi. C'est 2 actions géniales. Et Payet d'ailleurs qui a failli de nouveau devenir le héros national, c'est assez incroyable comme il est devenu complètement indispensable à cette équipe de France. Payet pour l'instant il a pas besoin de toucher beaucoup de ballons pour marquer quoi. Mais tant mieux. Tant mieux. Par contre il y a aussi un truc moi qui m'a gêné par rapport à ce match et je pense que bon ça a fait rire beaucoup de monde. Et alors les maillots suisses. Alors oui, les maillots, il y a eu beaucoup de trucs cocasses, ouais. Si tu bosses chez Puma, ça te fait pas rigoler ça. Hein. Ah ben je vais dire une chose, au niveau du textile Puma, là il y a une chute de 40%, c'est pas possible. Ouais. C'est incroyable. Alors moi j'ai une théorie. Il y a une explication. Hein. Alors d'accord, parce que moi j'avais une théorie, mais vas-y. Alors rappelons juste ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, il y a eu 6 maillots déchirés, dont 3 pour chacun, je crois. Donc à chaque petit accrochage de maillot côté suisse, le maillot était déchiré. Il y a des lambeaux en fait de maillots. Ouais, il y a même une scène assez drôle où Pogba se retrouve avec un bout et il se dit mais attends, enfin tu sens en plus qu'il se dit mais attends, je l'ai à peine touché et il reste dans la main. Qu'il est gêné quoi. Ouais. Après a priori ils ont tu sais c'est des maillots super scientifiques, a priori ils ont un système de massage dans le maillot en fait et certains joueurs suisses le prennent trop serré, ce qui fait que aux endroits stratégiques, c'est là que les maillots sont plus fragiles. Après, ce qu'il faut dire, c'est que les maillots qui sont commercialisés, c'est pas les mêmes que ceux qui sont utilisés aussi. Alors moi, j'avais une question. Pourquoi, lorsque le Roumain a tiré le maillot de Lichtsteiner, je crois, lorsqu'il y a eu le penalty et qu'il se tire le maillot les deux, pourquoi il n'a pas été cassé du coup ? Parce que ça n'a pas été tiré dans l'endroit stratégique. Hein. Après, j'en sais rien. Après, moi, j'avais une théorie. Est-ce que les Français étaient plus tireurs de maillots que, que les Roumains ou que les Albanais ? Moi, j'avais une théorie. C'est aussi la question. Je voulais l'exposer. Alors, la théorie de Cédric. Elle est peut-être complètement bullshit, hein, mais j'en ai parlé avec 2-3 personnes et ils m'ont dit ça peut se tenir. Alors, il y a eu. Les maillots ont été lavés. Alors, je pense qu'ils ont été fragilisés volontairement. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a eu Suisse-Roumanie, il y a eu tout un problème, vous savez, avec le fameux penalty qu'ils ont concédé. Sur le tirage de maillot, surtout que 2-3 actions avant, les Roumains aussi avaient tiré les maillots des Suisses et qui n'avaient pas bénéficié de coups francs ou de fautes un petit peu litigieuses. Donc le maillot aurait été pourri pour et un petit peu avant, pendant les qualifs, les Suisses avaient déjà eu un problème de tirage de maillot. Je sais plus pour quel match. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux comme théorie. Non mais tiré par le maillot même. Tiré par le maillot. Et j'ai trouvé ça un peu. Et voilà, ils avaient continué à râler et ils étaient un peu pleins. Ouais, voilà, toujours le tirage de maillot et surtout que Lichtsteiner il tire le maillot. Mais c'est vrai qu'au départ, le Roumain aussi avait tiré le maillot d'un autre. Je sais plus lequel, mais je crois que c'est Lichtsteiner aussi. Et du coup, je me dis, est-ce qu'ils ont pas fragilisé un peu les maillots pour se dire bon, ok, vu qu'ils sont un peu juste au corps, on les voit moins bien quand ils tirent. Alors que si justement tu le fragilises un peu et que tu le tires un peu et que tu le déchires, bah ça peut prouver qu'on t'a tiré le maillot. Mais peut-être qu'à un moment ils ont peut-être un peu exagéré sur la façon du traitement. Le fin mot de cette histoire. Parce que je trouve quand même que c'est abusé que sur un match d'un coup, il y a 6 maillots qui pètent. Ah bah c'est ça qui est marrant, c'est que tu vois c'est là où moi j'ai un petit doute. Je sais pas ce que t'en penses. Ça peut se tenir.
La théorie du complot du maillot suisse. Parce que moi, je vais te dire une chose, si pendant tout le reste du tournoi, il n'y a pas un maillot suisse qui répète une fois, c'est que je me poserai quand même des questions. Parce que des tirages de maillots, il y en a tout le temps. Pourquoi ce match? Pourquoi ce match en particulier? Pourquoi ce match-là? Pour choper un penalty, un coup franc. Mais pourquoi ce match-là? Parce que c'est le match après la Roumanie où ils se sont fait avoir. Parce qu'ils veulent peut-être la première place, justement. Alors j'ai une autre question. Est-ce que alors soit ils sont nuls, soit ils m'ont pas fait l'effet d'une équipe. Ils m'ont pas fait l'effet d'une équipe qui cherchait la première place. Autre question, messieurs. La qualité des maillots et la qualité du ballon étaient-elles corrélées? Ballon, ça arrive. Il y a eu un crampon vissé qui est arrivé en plein dans l'angle du ballon. Je suis désolé, là ça peut arriver n'importe quand. C'est juste pas de chance que ça soit arrivé le jour où il y a eu 6 maillots, quoi. Ouais, c'était assez. C'est déjà arrivé. Mais t'as déjà vu la façon? Tu as vu le ralenti comme il a éclaté le ballon? Moi je me rappelle en Belgique, il y avait une histoire comme ça d'un but qui avait été accordé. En fait, la frappe avait été tellement violente que le ballon s'était crevé en fait, et donc il y avait eu un effet complètement bizarre, et en fait là il avait passé la ligne, il était crevé, normalement le but aurait dû être refusé. C'était une frappe de, je sais plus comment il s'appelait, Basseggio, je crois, un joueur de Anderlecht. En tout cas, il y a des précédents en la matière en ce qui concerne à la fois les maillots déchirés, mais pas dans cette proportion quand même peut-être. Et donc le ballon qui éclate, c'est rare, mais ça arrive effectivement. Alors au-delà des aspects de matériel, peut-être revenir à l'analyse de cette rencontre rapidement, puisqu'il est déjà 17h24 au Morito FC sur RBS. Globalement, sur ce premier tour, y a-t-il des enseignements clairs? Peut-être les joueurs, une équipe type qui se dessine à proposer par la suite. Comment va à présent se lancer l'équipe de France dans les 8e de finale? Alors, ce que moi je pense, c'est que Deschamps ne va rien changer à son équipe de départ. D'accord. Pas sûr. Je pense qu'il va rien toucher. Parce qu'il est assez pragmatique. Il est assez dans j'ai commencé avec un truc, je vais au bout. Je pense, maintenant, j'espère juste qu'il change quelques petits trucs, parce que il faut dire, pourtant j'adore ce joueur, il faut dire depuis le début, un Matuidi par exemple n'a pas été transcendant, et ce serait pas illogique qu'un Cabaye rentre, ou un Sissoko, et qu'un Pogba reprenne sa place. Voilà. Peut-être sur le match des 8e. Bien sûr. Peut-être sur le match des 8e, je suis d'accord, il va peut-être garder l'équipe de départ, mais après par la suite ça va évoluer. Non, c'est pas une sanction, mais si le mec il est un peu. C'est la forme du moment. Et c'est surtout que Matuidi, il paye ses 2-3 saisons du PSG hyper intenses où il a joué quasiment tous les matchs, quoi. Enfin, en tout cas, on devrait revoir N'Golo Kanté déjà en 6. Il y a pas de raison de changer. Je sais pas ce que t'en penses. Cabaye a peut-être fait un bon match, mais Kanté, tu peux pas lui retirer la confiance comme ça. Ou alors mettre Cabaye au centre et N'Golo à droite. Moi je verrais peut-être Cabaye un peu plus haut, parce que à la différence de Kanté, c'est que Cabaye il a une frappe de balle. Et puis il joue long. Et que positionné très haut, il peut aussi en retrait, ça peut être une arme, il a les 2 pieds, il frappe vite au but. Je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là. L'enseignement, tu sais pourquoi maintenant il prend Sissoko et Cabaye? Alors Cabaye, oui. Ouais, Sissoko aussi. Mais Sissoko maintenant, non mais Cabaye on savait avant, on avait déjà vu en équipe de France. Et Sissoko aussi on l'a déjà vu en équipe de France. Mais il avait toujours gratté des bouts de match, il a jamais vraiment été un titulaire comme Cabaye il a été à une époque. Alors, il y a une donnée importante aussi à signaler, c'est que les 2 centraux ont pris un carton jaune, ce qui pourrait être embêtant ça. Embêtant que Koscielny c'est un peu bébête. En plus c'est le carton jaune sur Koscielny, j'ai trouvé un peu surtout que c'est un peu le Suisse qui fait la faute. C'est ça que j'ai trouvé un peu bizarre. Il y a faute sur Koscielny et point jaune. L'arbitrage assez naze des deux côtés mais c'est vrai qu'on aurait pu prendre un penalty à la fin. Puis Rami qui tente cette espèce de retourner dans la surface où il dégomme la tête du mec. Ça c'est le jeu ça. Alors ça c'est le jeu, mais bon c'est pas très adroit on va dire. Ouais, mais n'empêche qu'il regarde que le ballon, il regarde pas le bonhomme. Alors que tu siffles faute, ok, que tu mettes un jaune, je vois pas l'intérêt. Il a pas un jeu dangereux, il risque quand même de dégommer la tête du mec. Ouais, mais c'est le mec qui met sa tête. Le mec, il voit le geste arriver. Non, mais il voit le geste arriver, alors que Rami, lui, ne quitte pas le ballon des yeux. Tu vois, il faut quand même interpréter l'action. L'Asland s'est vu refuser des buts pour ce genre de choses. Je suis complètement d'accord, mais je suis passé. Mais il a pris jaune là-dessus. Il a pris jaune là-dessus. Non, mais voilà. À l'époque, dans les années 90, pour les. C'est pas la faute, moi, qui. Non, mais c'est pas la faute qui me gêne. C'est le fait de prendre carton, alors qu'il n'y a pas geste volontaire de faire mal. D'accord, très bien. Voilà. Et offensivement, alors comment est-ce qu'on va se lancer par la suite? Est-ce que Gignac, on va assister avec Gignac? Est-ce que Giroud va revenir? Non, je pense que Giroud va revenir. Giroud c'est quand même au-dessus de Gignac, quoi qu'on en dise. Très bien, c'est l'avis de Fred. Ouais. Autre registre aussi, autre style, mais Gignac qui a pas marqué forcément des points. Match difficile pour lui aussi. Match difficile. Il n'a pas forcément été super bien servi. Il a pas eu beaucoup de ballons. Bon, après c'est. Mais c'est vrai que c'est là que tu vois qu'un Giroud peut être précieux aussi, notamment au domaine aérien.
C'est vrai qu'il a tendance à se faire pas mal casser, voire insulter dans certaines émissions, parce que j'ai entendu certains invités. Tu sais, les émissions, ils ont des invités vedettes, des Pascal Pro. Non, mais des rappeurs, des Pascal Pro, genre de mecs. Pascal Pro est-il rappeur? Ou des Moundir, des mecs comme ça, quoi. Il y en a un, je sais plus qui c'était, je l'ai entendu, mais des propos vraiment insultants sur Giroud. Alors on essaye de pas tomber là-dedans, en tout cas, au Moreto Football Club. Match de l'équipe de France à suivre 15h dimanche 26 juin. Donc ce sera à Lyon et donc on a une semaine pour se préparer en quelque sorte à ce match. Alors que on va à présent s'intéresser aux autres rencontres, notamment la rencontre qui a eu lieu en même temps. Et là, petite sensation quand même, c'est l'Albanie qui décroche la 3e place. Victoire face à la Roumanie. Grosse erreur du gardien Tatarouchanou qui rate sa sortie et but donc de l'ami du FC Vaduz qui s'appelle Sadikou si je ne m'abuse. Oui. Voilà. C'est con pour le gardien roumain parce que qui est un bon gardien. Il fait pas un mauvais Euro. Il y a déjà au premier match il y a faute de Giroud sur lui. Et ça c'est vraiment c'est horrible pour lui. Il prend un but alors que il y a faute. Donc il est pas protégé et là il fait une erreur alors qu'il fait un tournoi somme toute correct. C'est un peu bête, c'est dommage. Voilà. Mais l'Albanie qui gagne ou la Roumanie, pour moi c'est deux équipes qui se valaient. Globalement c'était quasiment le même. Avec un gros public côté albanais. Je suis pas d'accord, c'est très sous-coté l'Albanie. Je pense qu'ils se sont retrouvés en difficulté. Le premier match, ils auraient très bien pu battre la Suisse. Après, c'était leur Sana était remplaçant. C'était leur premier match en grande compétition. C'était la grande tension. Sana qui se fait expulser au bout d'une demi-heure. Bon, voilà, ils avaient un peu les jambes dans le conto. C'est pour ça qu'ils perdent ce match. La même équipe, mais avec un peu plus d'expérience, justement, qui a déjà fait par exemple une grande compétition, ils perdent jamais ce match. Déjà la même équipe à 10, enfin à 11 plutôt, elle met en difficulté la Suisse et à mon avis la Suisse peut perdre ce match. Clairement, il y a eu beaucoup d'occasions. Toi, tu penses que l'Albanie c'était largement plus fort que la Roumanie? Ah oui. D'accord. Ah oui, largement peut-être pas. Non, il gagne 1-0 en galérant quand même. L'organisation défensive de la Roumanie était quand même plutôt sympa. La première mi-temps de la Roumanie face à la Suisse est pas mal du tout. Alors que nous avons Sergio qui arrive. Salut Sergio. L'apparition de Sergio, c'est magnifique. Il a entendu parler de foot albanais et roumain. Là, alors t'étais prévu aujourd'hui, Sergio? Pas du tout. D'accord. C'est vrai qu'il m'a dit qu'il manquait du monde et vu que j'étais dans le coin. Parfait. Voilà, là c'est l'apparition surprise. Divine apparition. Sergio a mis à l'étage du dessous, en fait. De Sergio. On vient de clore le dossier équipe de France, Sergio, mais à moins que t'avais peut-être je l'ai écouté en voiture. On peut le réouvrir rapidement pour que tu nous donnes ton avis. Non, je suis d'accord avec Fred. La Suisse très moyenne, qui a permis à une France d'exister, une France qui a existé mais qui a été maladroite. Pour moi, il y a un gros problème, c'est Moussa Sissoko mérite de jouer clairement, de sortir Blaise Matuidi ou Pogba. À voir si on veut défendre. Enfin, par exemple, si on joue l'Espagne demain, je pense qu'un Kanté, Sissoko, Matuidi serait adapté pour bien défendre, on va dire, pour bien rester en place. Par contre, il y a un gros problème devant. À part Payet, personne séduit aujourd'hui. Que ce soit Griezmann, Gignac, c'était intéressant dans les déplacements, dans le mouvement. Giroud, qui a pas été génial non plus. Kingsley Coman, qui finalement n'a pas eu les fulgurances du Bayern. Donc, hormis Anthony Martial, il y a 4 places pour 2 postes et c'est très difficile de choisir. Alors, il va rester sur Giroud parce qu'il y a une cohérence, mais et forcément parce que Gignac et Griezmann n'ont pas forcément montré plus, mais ça me fait un peu peur. Tu as bien vu quand Payet est rentré, ça a donné encore plus d'impact à cette équipe. On va féliciter Pogba, ça aurait pu buzzer. Il a failli marquer, c'est pas loin, donc capable de haut et de bas. Ça n'a pas passé, mais il était dans le vrai quand même. Mais dans ce positionnement, pendant une demi-heure, on va dire. À gauche. L'image de l'équipe, quoi. Voilà, exactement. Je trouve qu'il était bien positionné. Il a fait un bon match au début. Après, deuxième mi-temps plus difficile. Voilà sur l'équipe. Et Brelem Bolo qui déçoit, phénomène suisse. Moi, je suis pas convaincu. J'ai l'impression de voir un joueur. Comme on dit en Afrique, présu, c'est-à-dire un garçon qui a 25 ans, lui on en avoir 18. Il joue que sur des qualités physiques. On annonce ça comme un phénomène à 40 millions d'euros. Je le prends pas à 40 sur ce que j'ai vu. Le RB l'a pris pour 20 millions, je crois. Ça y est, c'est fait. Ah ouais. Leipzig. Non. Aussi Leipzig. Ah, Leipzig. Leipzig. Ouais.
Bon, à suivre, peut-être qu'on se trompe, mais sur le match d'hier, il nous a pas vraiment sur la compète, et puis même sur la Coupe d'Europe. Après, c'est un jeune. Ouais, c'est un jeune joueur à voir. Officiellement, il a 18 ans. Je trouve un jeu trop stéréotypé, pour moi. C'est tout dans la puissance. Il manque de malice. Ouais, mais c'est pas un attaquant complet. Lukaku, ça peut faire plus mal que Seferovic. Lukaku, c'est carrément un phénomène par rapport à Mbolo. Enfin, on compare, on dit c'est le petit Lukaku. Moi, je vois pas du tout. Juste morphologiquement, quoi. Mais à part ça, voilà. Voilà, donc bilan de ce groupe, la France en tête, deuxième la Suisse, les deux sont qualifiés, troisième l'Albanie, à voir si l'Albanie peut se glisser dans la peau du meilleur troisième. Moi j'y crois pas. Non. À -1, il y aura des équipes à 3 qui seront à 0 et ça s'annonce compliqué. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça s'annonce un peu juste. Déjà, je pense que il y a le groupe, c'est dans le groupe de l'Italie et de la Belgique. Je pense que le meilleur troisième passera pas, à moins que la Suède bat la Belgique et ou que l'Irlande batte l'Italie, mais j'y crois pas une seule seconde. Quoique l'Italie va aligner les juniors, donc il y aura peut-être un... Mais bon, au mieux un match nul, on va pas cette Italie perdre. Voilà. Peut-être polémique en vue, mais donc déjà là. Et d'autre part, il y a l'autre groupe, donc je pense que l'Ukraine, là ils sont complètement à la masse. Donc la Pologne va les taper, et donc tu auras le match Allemagne-Irlande du Nord. Je pense que l'Allemagne peut s'imposer, voire peut s'imposer largement. Il va falloir que l'Allemagne gagne 3-0. C'est pas évident. J'ai pas calculé. Ouais, j'ai regardé justement, donc c'est pas fait. Enfin, quand tu vois l'Allemagne du départ, il va y avoir 11 joueurs derrière. Au Portugal, le groupe du Portugal, il y aura sûrement un troisième qui va passer. Je pense que les Tchèques vont battre les Turcs. Avec ce qu'on a vu. Je sais pas. Donc ça peut venir. Pour l'Albanie, c'est pas fait encore. L'Albanie, c'est loin d'être fait. Ça va être difficile, mais il y a un espoir. Et déjà, cette victoire qui est fêtée c'est historique, en Albanie de manière fantastique. Mais pour moi, c'est une semi-surprise, parce que l'Albanie, tu regardes, c'est pas non plus une petite équipe. T'as quand même la moitié qui joue en Italie, dans des bons clubs. La moitié non, mais t'as quelques joueurs. Après, je pense que le premier qui a marqué, j'ai pas vu le match, mais le premier qui marquait gagné ce match, non? Ouais. Vu les effectifs, vu comme ça. Ouais, et puis vu l'enthousiasme, et puis vu la qualité, tu regardes simplement sur le papier les deux équipes. Alors messieurs, on accélère parce qu'il est déjà 17h34 et il y a une émission derrière bien sûr. On va revenir un petit peu sur les matchs du week-end. On va commencer par vendredi avec l'Espagne qui bat la Turquie 3-0 et la République tchèque qui rejoint sur le fil la Croatie 2-2 sur penalty avec un pétard, des fumigènes sur le Mathieu terrain. n'était pas séduit par l'Espagne après le premier match, il disait que c'était moyen. Mais après c'est ce que je disais en début d'émission. Il manquait juste la finition. C'est ce que je disais au début d'émission, c'est que pour moi les gros ils ont pas encore abattu leur carte. Ah non, la Turquie très faible, j'ai vraiment trouvé très faible. À l'ouest, complètement. Ouais, mais c'était annoncé aussi. J'ai trouvé l'Espagne quand même séduisante, notamment dans l'utilisation du ballon. Je dis pas que c'est l'Espagne de... Pour l'instant, c'est l'équipe la plus convaincante. Le peu qu'ils ont montré, ça fait quand même peur. Et c'est pas impossible qu'ils reviennent avec le troisième titre. Effectivement, là, pour l'instant, c'est eux qui sont en pôle, à mon avis, pour gagner cet euro. À voir si ça peut évoluer. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Tout peut se produire. La Croatie qui rate une belle occasion d'assurer la deuxième place, puisque maintenant, il va falloir espérer un résultat contre l'Espagne, tandis que la République tchèque battra peut-être la Turquie. Donc peut-être On était au bord du chaos là. Là, il y avait 2-0. On était plus proche du 3-0 que du 2-1. Tout d'un coup, il y a une tête un petit peu anecdotique. Je sais pas si le gardien fait une erreur ou pas, certains disent que oui, il y va pas, bon bref, elle est bien mise, et après le match il a complètement tourné, j'ai même eu peur que les Croates perdent à la fin. La Croatie était beaucoup plus forte, mais la République tchèque a profité de circonstances aussi à la fin avec cet arrêt du match. Non, mais la République tchèque a eu le mérite d'y croire. Perturbé aussi les Croates après cet arrêt du match par leurs propres supporters. On en a parlé de ça. On n'en a pas encore parlé puisque c'était vendredi. On peut faire une petite parenthèse peut-être. Très rapide Fred parce qu'il y a beaucoup de matchs. Parce que ça a un peu surpris les gens. Moi je suis un peu surpris que ça surprenne parce que la Croatie c'est chaque match qu'il y a des incidents. Faut savoir que les principales associations d'ultra là-bas, qui ne sont pas des poètes, sont en guerre contre leur fédé, pour des histoires de corruption, fédé très corrompus, très corrompus. Enfin, c'est le truc le plus puant que tu puisses imaginer. Et donc, en fait, leur credo, c'est pour les faire démissionner, ils veulent faire un maximum d'incidents. Moi, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas eu contre la Turquie, d'ailleurs. D'où ces jets de fumigène. Ça excuse pas tout, bien entendu. Mais il faut savoir ce qu'il y a derrière aussi. Entre parenthèses aussi, je voulais signaler qu'il y avait plusieurs pays qui étaient sous menace d'une suspension. Suite aux incidents, il y a notamment la Hongrie parce que c'est un peu tarté avec les stadiers. Il y a la Belgique parce que je crois ils ont allumé des fumigènes, il y a eu un jet de projectiles, et il y a le Portugal pour invasion de la pelouse pour le jeune qui a fait un selfie avec Cristiano Ronaldo.
Alors quand tu sais que par exemple dans les tribunes ukrainiennes et tribunes russes, voire croates, t'as des symboles nazis, quoi, par exemple, et que là ça dérange un petit peu moins, donc c'est un petite et a priori interrogation actuellement par rapport à la FIFA. ça barde à Saint-Étienne au niveau des supporters anglais. Enfin, il y a j'ai vu circuler quelques vidéos sur le net. Faut voir si c'est vraiment avéré, mais il y a à nouveau quelques petites choses. Ouais, mais après faut pas s'étonner aussi qu'on a du mal à faire face à ça. Pendant des années, on interdit de déplacement 500 supporters pour aller, je sais pas, des Amiénois pour aller à Orléans, des choses comme ça. On fuit la situation. Oui. Leur grosse réflexion en termes de sécurité publique. Et c'est ce que disaient les groupes ultra. Ils disaient, mais vous voulez recevoir l'euro, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous allez avoir. Là ils se rendent compte, je crois. Là quand tu sais que les Russes, il y a quand même des groupuscules, c'est quand même des paramilitaires néo-nazis qui s'entraînent, quoi, pour aller spécialement foutre le bordel. Tu sais le bordel qu'il y a avec les Ukrainiens. Bon, les Anglais on connaît un petit peu. Voilà, c'est un débat qu'on aura, je pense, après l'Euro. On fera le bilan et on pourra faire peut-être une émission spéciale par rapport à ça. On avance, messieurs, samedi, la Belgique qui s'impose contre l'Irlande 3-0. Enfin, belle Belgique en deuxième mi-temps. Belle Belgique en deuxième mi-temps, logique, parce qu'il manquait juste un but. Dès lors qu'ils ont mis le but, ils auraient pu en mettre 8. Ouais, bah manquer de confiance. Eux c'est mental, voilà, c'est purement mental. J'ai bien aimé Hazard. J'ai fait un gros match. J'ai bien aimé Fellaini qui a bien été replacé. Et De Bruyne pas bon, mais qui met la première passe. Ouais. Donc un genre de qualité de réaliste, le geste qu'il faut au moment où il faut. Fellaini a été placé sur le banc. Hein. Oui. Voilà. C'était pas le pire au premier match. C'est vrai. Mais tu vois, il y a des choses bizarres. Faudrait demander à Denis. But le 3e ou le 2e. Mertens il part à l'opposé et Lukaku il part dans un autre coin. Tu vois tous les Espagnols qui marquent, qui se mettent ensemble, les Croates, tout le monde, les Belges, les Français, tu as trouvé aussi. Les Français. Il y a une grosse unité de groupe dans cette Belgique. Il y a du talent, mais pas grosse unité de groupe. D'après ce que j'ai entendu, ça respire pas aussi l'unité. Non, et défensivement, ça reste un peu craignos. Je pense qu'un Vincent Kompany, ce que j'avais lu, était peut-être le plus légitime. C'est pas forcément le plus aimé, mais le plus légitime pour rétablir, on va dire, exactement, que Eden Hazard, c'est un talent sur le terrain. Maintenant, dans le vestiaire, est-ce que c'est quelqu'un qui peut rallier? Je ne sais pas. En tout cas, la Belgique sauvée des eaux, ils seront sans doute en 8e avec cette victoire. Ils seront là. C'était la crainte après ce premier match perdu contre l'Italie, mais finalement, ils se reprennent. Ensuite, samedi, on avait également quelques petits matchs intéressants qu'on a vu, Fred, ensemble d'ailleurs. Islande, Hongrie, un but partout, et Portugal-Autriche 0-0. Donc la Hongrie, qui a la surprise générale après 2 journées, est en tête de son groupe. Pour moi, erreur islandaise. À 1-0, je les ai trouvés séduisants. Je me suis repensé, et ils ont reculé. Ils ont complètement reculé. Ils ont laissé le ballon aux Hongrois, et on a bien vu qu'à un partout, quand ils ont recommencé à attaquer, ils sont recréés des situations. Donc j'ai pas compris pourquoi. D'accord avec toi. Avoir reculé. Moi, l'Islande pouvait faire beaucoup mieux en deuxième mi-temps, et la Hongrie qui termine avec 70% de possession de balle, ce qui est quand même assez hallucinant. La Hongrie que j'avais annoncé plus mauvaise équipe de l'Euro. Je vais à Canossa, je vais supplier le pardon des Hongrois, des auditeurs hongrois, comme des Italiens aussi, parce que j'ai pas mal cassé l'équipe d'Italie qui m'a agréablement surpris. Et c'est vrai que la Hongrie, pour moi, c'est un des vents de fraîcheur de cette Euro. Par leur public, par leur qualité de jeu aussi, parce qu'il y a un vrai fond de jeu dans cette équipe hongroise. On a un sélectionneur, et c'est ça qui fait la beauté. On avait un petit débat dans l'ascenseur avec Cédric, justement là-dessus. C'est que pour moi, c'est pas du Guardiola, c'est pas le Brésil de 70, mais en fait c'est un sélectionneur qui fait du mieux qu'il peut avec les joueurs qu'il a. Et ça fonctionne. Moi je les ai trouvés bons match amical contre l'Allemagne, mais je t'aurais suivi parce que toute la presse les dégommait, à dire que la Hongrie la plus mauvaise équipe du groupe. Tu parles de qui là? Tu parles de la Hongrie? On a eu un débat sur la Hongrie? Oui, je parlais de la Hongrie dans l'ascenseur. Non, pas eu un débat sur la Hongrie. Ça se voit que tu es attentif à ce que je dis. Non, on a eu un débat sur la qualité on a eu sur la qualité de l'euro. D'accord. Ouais, moi je pensais. Mais si tu m'avais cité la Hongrie, je t'aurais dit pourquoi je t'aurais défoncé la Hongrie. Non, je te défonce le fait qu'on ait 24 équipes et qu'on ait des matchs en trop, avec des nations qui ne sont peut-être pas prêtes. Ouais, mais les nations qui ne sont pas prêtes, justement, on critique. Et le système. C'est le système. Et là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est le système. Qui est de compétition qui fout le bordel. C'était pas le plus mauvais match, ils sont en Hongrie. Par contre, les équipes intéressantes, c'est c'est justement les 8 équipes qui ont été rajoutées. Des équipes comme la Hongrie, comme le Pays de Galles, comme l'Islande. L'Irlande du Nord finalement. L'Irlande du Nord, comme genre la Slovaquie. Des équipes qui montrent des choses du cœur, qui montrent des choses intéressantes. Alors c'est pas du très grand football. Moi je me suis éclaté à regarder les Irlandais battre les Nord-Irlandais, battre les Ukrainiens. C'est voilà. plaisant.
c'est pas après, top football, mais c'est après comme j'ai dit en début d'émission, le vrai tournoi il commencera en huitième. Là c'est un peu du spectacle, genre le premier tour de la Coupe du Monde de rugby, où t'as les petites nations qui jouent le tournoi de leur vie, hein, parce que c'est ça. Hein, quand tu vois les Gallois par exemple, ça faisait 58 ans qu'ils avaient pu participer à une phase finale de quoi que ce soit. L'Albanie c'est jamais arrivé. L'Albanie c'est comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Ça se voit dans les tribunes avec des petits pays qui rassemblent plus de supporters finalement. Et finalement, c'est ce qui fait le charme de cet Euro. Ouais. C'est ça. Voilà, alors il faut être positif. C'est vrai qu'on peut discuter de la pertinence du format 24. Ouais, par exemple, une illustration sur la pertinence. Tu vois, moi je trouve anormal que l'Albanie doit attendre 3-4 jours pour savoir s'ils sont qualifiés ou pas en 8e. Et payer un hôtel pendant 3-4 jours, voilà. Peut-être tu vas rentrer, effectivement. Ça sera peut-être remboursé par l'UEFA. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. C'est toi qui vont verser de l'argent. Alors, messieurs, on avance. Portugal-Autriche 0-0. Défaillance de Cristiano Ronaldo. Décevant. Clairement, pourquoi il devrait prendre exemple sur Gareth Bale, qui lui court pour son équipe, qui lui travaille. Moi j'ai trouvé qu'il a pas défendu, c'est surtout ça. Tout le monde a défendu pour lui, il s'est jamais replacé, il a joué que la carotte offensive, le dernier geste. Il y a pas de problème si tu fais ça, mais dans ce cas faut finir. Je suis très déçu de la première occasion parce qu'il te reprend pied gauche, il reprend pied droit, ses buts, pied gauche, un centre qui vient en gros le pied le plus proche du centre. C'est très difficile. Derrière l'attitude à toujours se bagarrer tout ça. Maintenant il y a une belle frappe qui est un super barré du après quand je te dis 2 fois gros match d'Almer, hein, le gardien autrichien, le gardien rond. Quand je te dis bof à ce que tu dis, c'est que je trouve quand même Cristiano, c'est vrai que défensivement c'est pas ce qu'il fait de mieux. Ça me gêne. Je pense que sur l'apport offensif, il est là, hein, il essaye. Mais pour l'instant c'est pas payé. Et je pense qu'il veut trop bien faire, tu vois. Moi, il y a des attitudes qui m'énervent, Fred. Mais après, à la Pogba, je trouve là, il a joué à la Pogba sur les premiers matchs, contrairement à Gareth Bale que j'ai trouvé irréprochable dans son pays de Galles. Ouais, enfin Bale, tu vois, le deuxième match, c'était mon deuxième bœuf. Mais il a défendu. Le deuxième match, il y a son coup franc. Ouais, décisif. On l'a pas vu, mais il a défendu. À part ça, il a pas fait grand chose. Je suis d'accord, mais il a défendu avec son bloc équipe et je l'ai trouvé dans l'état d'esprit. Là, j'ai trouvé un Cristiano. Ouais. Moi, le penalty, je le sentais pas. J'étais avec des amis, il va pas le mettre. Quand t'es dans un état d'esprit pharo entre guillemets, à vouloir jouer le malin, le beau. À un moment, il prend un coup franc, excuse-moi, c'est un coup franc pour gaucher, il prend tout, enfin, c'est pas possible. Maintenant, il a du caractère et c'est un très grand champion. Peut-être que là, c'est ce qu'il a fait aussi, c'est ce genre de. Il va se remettre dans le droit chemin. Ouais, je pense. Moi, je pense qu'il va se remettre parce que c'est un grand champion, Cristiano. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a ce caractère. Tu vas me dire, hein, moi, ce que t'appelles le côté pharo, c'est un mot que tu m'as appris. Ce côté un peu, je me la pète, je prends tout sur mes épaules. Vas-y, c'est moi qui le tire, voilà. Mais c'est ce qui a fait aussi qu'il est devenu Cristiano Ronaldo. Il est venu, c'est ça. Alors hier soir, t'as un LeBron James qui l'a fait et ça a super bien marché. Donc espérons qu'ils prennent exemple là-dessus. Le Portugal, malgré tout, dominateur, ils ont eu plus d'occasions. Ils auraient dû. C'est séduisant, c'est sympa, mais dans la finition là, ça commence à faire peur. 20 frappes. Encore une fois, 20 frappes, pas un but. Donc moi je te disais, quand on a autant de frappes, on marque systématiquement. Ça me rappelle le début de tournoi de la France en 2006. Et ouais. Par contre, grosse déception autrichienne. Pour l'instant, l'Autriche qui n'y est pas. Toi, tu chantais Österreich pendant le match. Immer wieder Österreich. Moi, l'Autriche, je les voyais limite outsider pour cette compétition. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Ils sont nuls, quoi. Pour l'instant, ça n'y est pas. Le schéma assez bizarre de Kohler qui a mis Sabitzer en pointe, qui a redessiné son équipe, ça n'a pas du tout marché. C'est nul, non, c'est pas nul sur le deuxième match. C'est pas nul sur le deuxième match, mais quand même, moi, j'attendais autre chose de l'Autriche. Il y a eu quelques moments sympas contre sortie prématurée d'Alaba. Hein. Ouais. Il y a une belle occasion en début de deuxième mi-temps, sortie d'Alaba. Pour l'instant, ils s'en sortent bien avec ce 0-0. Ça les laisse dans la course. Ils ont 20 tirs à 3, je crois, un truc comme ça, le Portugal. Ouais, c'est le rapport en tout cas de tir est largement en faveur du Portugal. En faveur du Portugal. 70e minute, Quaresma, Nani, André Gomez et Cristiano, mais bon, physiquement à la rue. Hein. Donc après Quaresma, Nani, assez âgé. André Gomez, c'est pas sa qualité première. Et là, j'aurais aimé qu'il nous lance un Renato Sanchez capable de casser des lignes et de se projeter un peu à la Sissoko d'hier. Mais je me répète, très déçu par l'Autriche que je voyais même favorite de ce groupe. Alors attention, l'Autriche peut encore se qualifier. Hein, c'est pas terminé puisqu'il reste une journée. Tu les vois battre l'Islande, toi c'est pas impossible. Franchement, parce que l'Islande, c'est pas impossible. L'Islande, c'est quand même fait balader par la Hongrie en termes de possession de balles. C'est vrai volontairement. Hein. C'est vrai que l'Islande m'a bien intéressé contre le Portugal. Déçu en deuxième mi-temps contre la Hongrie. Il faut voir si l'Autriche peut retrouver un peu de football. Aussi, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Hein. L'Islande, c'est moins d'habitants que la CUS. Hein.
En tout cas, on aura Islande, Autriche et Hongrie, Portugal. Donc la Hongrie pour l'instant premier 4 points, deuxième l'Islande et le Portugal 2 points et l'Autriche 1 point. Donc tout le monde peut encore espérer se qualifier. Sergio, Cédric, comment est-ce que vous sentez le Portugal sur le match de la Hongrie? Le Portugal va-t-il peut-être, Sergio, retrouver la victoire? Tout dépend de l'attitude de Cristiano Ronaldo, je le répète. Toi c'est vraiment Ronaldo qui... parce que toute l'équipe joue pour lui, défend pour lui et le laisse faire ce qu'il veut. Il prend les coups francs pour gaucher. C'est dommage parce qu'il y a quand même d'autres qualités dans cette équipe. Exactement. Il y a d'autres qualités, il y a d'autres joueurs de qualité. Il y a Raphaël Guerreiro qui pouvait prendre le coup franc. Exactement. Qui a un super pied gauche. Il a marqué en match amical. Bien sûr. Et personne ne dit rien parce que Cristiano Ronaldo est une icône, un peu à l'image de LeBron James à Cleveland, sauf que LeBron James, il a assumé, il a eu l'attitude. Et il a défendu, et c'est même lui qui à un moment cette nuit il allait plaquer un gars qui allait se matcher. Cristiano, lui. Donc là tu parles de basket. Ouais, mais parce que c'est pareil, c'est des stars, c'est des génies qui doivent amener leur équipe loin. Et aujourd'hui Cristiano Ronaldo, il est en train d'éliminer le Portugal. Alors c'est pas ce qu'il veut faire. Selon mes souvenirs des tournois à 24, comme j'ai annoncé, il y a toujours une équipe en difficulté qui arrive en finale. Donc Portugal finaliste, si on se suit cette logique. Après où il a raison, c'est qu'il a du caractère. Là il s'est fait entre l'Islande et ce match-là, il a joué un peu le malin, à critiquer l'Islande. Là, il se tait, il s'en veut. Souvent, quand il a cette réaction-là, qu'il est dans le bon état d'esprit, ça fait mal derrière. Je pense qu'il va quand même se réveiller. C'est autre chose que Ibra et la Suède, quoi. Il a les occasions, il a une équipe autour de lui. Ibra, déjà, il a les occasions, il a une équipe et il a le caractère. Parce que Ibra, il est très fort pour toi. Moi, je sens bien un petit réveil de Cristiano. Il est très bon gardien. Rui Patricio, il te fait un gros arrêt. Un arrêt à faire. Les compétitions précédentes, c'est un gardien dont on n'entend pas forcément parler. Non, mais c'est intéressant le Portugal. Après, ils ont pas le pot, ils ont pas les résultats, il leur manque le petit truc. Voilà. Mais ça va peut-être venir sur le troisième match. Ils l'ont pas gagné, c'est pas gagné contre la Hongrie. Et l'Islande qui a l'occasion ça va se jouer au mental. De remporter une qualif historique. Moi je préférais qu'ils fassent pas premier. S'ils sont premiers, ils vont jouer la Belgique. Donc est-ce que finalement un match nul, tu finis troisième et bon, voilà, je sais pas. C'est difficile de faire des calculs. Est-ce que le Portugal, à 3 points, est-ce que tu passeras parce que t'es positif? C'est-à-dire que t'es à 3 points mais t'es à 0. Donc t'as déjà l'Albanie derrière et comme il a dit, l'Irlande du Nord sûrement. C'est surtout le Portugal le sera. Mais attention, le Portugal le sera parce que ce sera les derniers à jouer. Par contre, t'as raison, s'ils devaient jouer ce soir, c'est plus compliqué à calculer. Si le Portugal gagne et que l'Islande gagne également, ça se jouera justement à la différence de but sur le dernier match. Si l'Islande gagne 5-0 contre l'Autriche et que le Portugal gagne que 3-0 contre la Hongrie, c'est l'Islande qui sera en tête. Voilà pour les petits calculs, les petits comptes d'apothicaire. C'est difficile de calculer sur cette Euro. C'est compliqué. Là, il y a pas. C'est ça qui est chiant. Je crois que c'est dangereux de vouloir gérer ce dernier match, terminer troisième. Après, tu te retrouves troisième, plus mauvais troisième. Même si le Portugal va pouvoir le faire parce que ce sera les derniers à jouer. Donc ça c'est aussi un avantage. C'est qu'il aura intéressant pour eux. Ils pourront ajuster leur football, quoique c'est pas forcément évident d'ajuster son football dans ces cas-là. Cédric. Ouais, juste pour venir un petit peu sur je sais pas si vous avez vu la déclaration de Roy Keane. Non, allons-y. Donc Roy Keane qui fait partie, qui est sélectionneur adjoint de l'Irlande, qui demande en fait à ces Irlandais de descendre les Italiens. Donc en fait, je cite, il faut descendre les Italiens. On a vu qu'ils n'hésitaient pas à le faire eux-mêmes contre la Belgique, quitte à prendre un jaune au milieu du terrain pour empêcher un contre dangereux. Il faut dégager la balle dès qu'on peut. Ce n'est pas le genre de match où on se fera des amis. Voilà, donc je pense que les Irlandais vont jouer un petit peu musclé. Mais les Italiens s'en foutent royalement puisqu'ils sont qualifiés. Exactement. Et premiers. Exactement. Sûr, mais il y a intérêt à faire tourner. Voilà, autant perdre un remplaçant. Mais tu vois, c'est ça aussi on critique le format du tournoi. L'Italie a plus rien à gagner, rien à perdre. Ils sont sûrs d'être premiers. L'Irlande, ils vont jouer leur vie sur ce match. CF les déclarations de Roy Keane et je pense qu'ils vont le faire sur le terrain. Oui. Je pense que ça serait peut-être pas passé de la même manière sur le schéma classique avec les deux premiers qualifiés, par exemple. Voilà, ça c'est un match pour du beurre. Pour l'Euro à 16. Il va compter. Après, ça m'étonnerait qu'on revienne à un Euro à 16 prochainement, mais 32. À 32, ouais, pourquoi pas. Tant qu'à faire. Non, mais si tu fais ça, tu reviens au même truc qu'avant, c'est-à-dire que tu fais des fois le troisième match pour rien. Voilà. Alors ça, on suivra comment ça se passera dans le futur. Finalement, il y a encore sur les 24 équipes, je crois, il y en a 21 qui sont concernées sur la troisième journée pour quelque chose. Il y a qui est éliminé là? L'Ukraine. L'Ukraine et c'est tout. La Roumanie maintenant. Et la Roumanie. Ouais, voilà. Voilà.
On suivra tout cela, ce sera dans quelques jours en ce qui concerne le Portugal, l'Autriche, l'Islande et la Hongrie. On termine cette émission, il est 17h51 sur RBS, le Morito FC spécial Euro tous les jours, de 17h à 18h du lundi au vendredi pour parler de la compétition en cours. Un mot sur les matchs de ce soir puisque on aura un Slovaquie-Angleterre et un Russie-Pays de Galles. Comment est-ce que vous sentez cette histoire? Je vais peut-être vous donner aussi le classement si je le trouve dans les temps. Je l'ai également. Alors pour l'instant, l'Angleterre est première avec 4 points. Le Pays de Galles et la Slovaquie ont 3 points, tandis que la Russie doit se réveiller, n'a qu'un point et doit gagner contre l'Angleterre obligatoirement contre le Pays de Galles, contre le Pays de Galles pour espérer se qualifier. Tandis que Slovaquie, Angleterre, la Slovaquie doit quand même espérer prendre un point ou une défaite d'un but. Ou une défaite d'un but, mais il vaudrait mieux qu'ils fassent au moins match nul, mais ils vont essayer, je pense, de quand même de gagner. On aura un beau match, je pense que Slovaquie-Angleterre, ça risque d'être sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous voyez ces matchs, peut-être Slovaquie-Angleterre pour commencer? Comment ça va se passer? Ça va bien se passer. Ça va beaucoup changer en Angleterre, j'ai vu. Non, mais il a sorti les 2 latéraux. Ouais, c'est bizarre. Il va les faire tourner? Ouais, il va faire jouer Klein et je sais plus qui. C'est qui le Anderson et Wilshere aussi qui arrivent au milieu. Ouais, c'est pas le deuxième dégueulasse. latéral gauche, tiens. J'ai plus c'est pas dégueulasse, mais ces deux équipes, pour moi l'Angleterre, c'est une équipe un peu, c'est comme le Portugal, c'est séduisant, mais il manque le petit truc en plus. Bon, sauf que eux, ils ont quand même gagné un match, donc ils sont qualifiés. Pour moi, c'est un des favoris, l'Angleterre, clairement. En face, on a une Slovaquie qui a quand même de la qualité aussi, avec justement, on parlait des grands joueurs qui prennent leurs responsabilités. Hamsik démontre que c'est un grand joueur. Alors là, par contre, moi, je comprends pas pourquoi tout le monde, t'as raison, l'enflamme. Moi, je l'avais vu à Arsenal-Naples, tu sais, les tournois d'été, là, bizarres. Il était exceptionnel, il était au-dessus de Mesut Özil. Je me dis mais pourquoi les gens, alors peut-être il a un sale caractère, mais le mec il va vite, il conserve, il frappe de loin, il dribble dans le périmètre, il sait tout faire. Moi je suis un fan d'Hamsik. Pourquoi il est pas au Real, pourquoi il est pas au PSG? Parce qu'il a été exceptionnel à Napoli il y a 3 ans, et puis il y a un entraîneur espagnol dont je me souviens plus du nom qui est arrivé, et Hamsik est devenu intermittent de spectacle. Après, on va dire. Il est très attaché à Naples. Il a encore déclaré aujourd'hui que Naples c'était sa deuxième maison. C'est un joueur de top player, de top club. Par contre, cette saison, il fait une très bonne saison, Hamsik. De nouveau, maintenant depuis que l'entraîneur espagnol en question a quitté. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, Fred. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Sous Benitez, il jouait dans un poste qui n'exaltait pas ses qualités, et Sarri a su le replacer pour moi soit efficace. Et c'était un grand joueur. Entre Pastore et Hamsik, il n'y a pas photo. Le PSG s'est complètement trompé, et c'était peut-être le garçon qui pouvait te faire amener vers la Ligue des Champions. Alors après, rentre pas. Là, c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir, mais je pense que Pastore, dans d'autres conditions, dans un autre système de jeu, je pense que Pastore est très sous-exploité. Physiquement, c'est exceptionnel. Techniquement aussi, sur un bloc bas, sur le contre, frappe de loin, coup franc, il sait tout faire. C'est incroyable. Et moi, j'ai vu vraiment en vrai, et j'avais été très surpris. Je suis très content que là, il fasse une belle compète, et je pense qu'à lui tout seul, il peut battre l'Angleterre. Pourtant que j'aime bien, que je trouve séduisante. On n'est pas à l'abri qu'il te sorte une frappe pleine lucarne ou qu'il élimine 2-3 joueurs et qu'il se passe quelque chose. Moi, je pense que c'est match arrangé ce soir. Ça va peut-être pas trop jouer, le match nul arrange tout le monde, ou un but d'écart. S'il y a un but d'écart, peut-être que ça va arrêter de jouer. Pour moi, le match le plus drôle, ça va être. Attention, parce que Pays de Galles, en gagnant, peut mettre tout le monde d'accord, terminer première. Pour moi, le match le plus drôle, ça va être Pays de Galles-Russie. Ça va être le plus intéressant des deux. Ça va être costaud. Le Pays de Galles va-t-il aller au bout? C'est peut-être celui-là que je vais regarder en fait. C'est celui que je vais regarder aussi. D'accord, Pays de Galles. Alors le conseil des chroniqueurs du Morito FC, c'est Russie-Pays de Galles pour ce soir. Moi, je vois bien multiple. Tout le monde me dit la Russie va passer, mais j'ai trouvé les Gallois très bons. Aaron Ramsey, Gareth Bale. Et les Russes très mauvais. Russie décevant. Mais tu lis l'équipe, ils disent que c'est la Russie, RMC pareil. La Slovaquie. On n'a pas eu le même foot. Bien organisé contre l'Angleterre, la Russie, mais décevante contre le Pays de Galles. Ils n'ont pas du tout. Moi, je vais regarder le Pays de Galles parce que c'est un de mes coups de cœur du tournoi, clairement. Donc, j'ai envie qu'il passe, voilà. C'est les conseils de Fred. Voyez plutôt le match du Pays de Galles qui sera peut-être plus intéressant que le match de la Slovaquie et de l'Angleterre qui risque d'être peut-être un petit peu pas arrangé, mais bon, on risque de se contenter du nul. Attention parce que si le Pays de Galles gagne, eh bien le Pays de Galles termine premier et ça peut avoir des conséquences là aussi en termes de tableau pour la Slovaquie, pour l'Angleterre. Voilà, là j'ai pas le temps trop de faire l'analyse du tableau en direct. Si le Pays de Galles gagne, ils sont premiers, et Angleterre deuxième avec 5 points, Slovaquie troisième 4 points. On en verra plus qu'à dès mercredi. Alors qu'il restera les 2 dernières journées. Et là vous avez l'info donc que l'Angleterre fait tourner, c'est ça? Ouais. Complètement Complètement. Ryan Bertrand, comme tu disais. Le coaching de Roy Hodgson, je suis pas convaincu. Il change beaucoup de choses constamment. Vraiment pas convaincu. Et c'est Vardy qui va démarrer à place de Kane. C'est Barclay qui va jouer aussi alors, peut-être. Pourtant, Hodgson, t'aimais bien il y a 4 ans, toi. Ah bon? Ah ouais.
Je me souviens que tu me disais beaucoup de bien de Roy Hodgson. Bah c'est un peu je disais ça parce que c'était le retour du coach à l'anglaise traditionnel qui convenait plus par rapport au Capello avec ses règles qui n'étaient pas trop acceptées en Angleterre, etc. Mais finalement c'est vrai que concrètement, empiriquement, ça donne pas grand chose et il fait des choix bizarres et moi je très critiqué jusqu'à ce qu'il fasse ces 2 changements contre le Pays de Galles. Là ils l'ont encensé parce qu'il a fait les doubles changements à la mi-temps et là dans la presse anglaise ils l'ont encensé alors qu'il a passé une année difficile. Par contre il a l'impression il a pas prolongé, il veut prolonger. S'il n'est pas demi-finaliste, il sera viré, d'après ce qui était dans l'équipe. Moi j'aime bien, c'est pas trop une grande gueule, il travaille. Ok, alors merci pour ce débat, pour ces débats aujourd'hui au Morito FC, le Moritero sur RBS. On se retrouve bien demain à 17h pour une nouvelle émission avec les commentaires des matchs d'aujourd'hui, plus projection sur ce qui se passera. Voilà, à demain, ciao ciao. Ciao ciao.